Bonjour, aujourd'hui on va explorer un livre collectif assez interpellant. Quand la mort éclaire la vie. Hmm. C'est coécrit par des noms comme Christophe André, Mathieu Ricard, Stephen Loret, Christophe Fauré et d'autres encore. Oui, un beau panel d'experts. L'idée c'est pas du tout de verser dans le morbide, mais plutôt de comprendre comment penser à la mort peut au fond enrichir notre vie. Exactement. On va s'appuyer sur des extraits du livre, donc il y aura de la psycho, de la philo, des neurosciences, de la spiritualité, et puis aussi des témoignages assez forts. Tout à fait. Et notre but, c'est d'extraire un peu les idées clés, les réflexions les plus marquantes de tout ça. Comment est-ce que regarder la mort en face, ça peut nous apprendre à mieux vivre, à aimer plus fort, à donner plus de sens? C'est un peu ça la question. Bon, alors allons-y. Le premier point qui saute aux yeux, c'est notre rapport à la mort ici, en Occident. Philippe Ariès, l'historien, y parlait de mort interdite, une mort qu'on cache. Oui, On sent bien cet évitement, ce déni presque. effectivement. Et ça contraste de manière assez incroyable avec ce qu'on voit ailleurs. Les rituels sont tellement riches. Pensez au Mexique, le Dia de los Muertos. C'est une fête carrément joyeuse avec les morts. Oui, c'est vrai. Ou en Inde, à Bénarès, mourir près du Gange, c'est vu comme une libération. Et puis au Tibet, le Diator, où le corps est rendu à la nature. Ça replace l'humain dans un cycle. Mhm. Ce qui revient souvent dans ces rites, c'est l'amour, le respect, le lien qui reste, en fait, entre les vivants et les morts. Mais alors, pourquoi ce déni si fort chez nous? La psychologie, elle dit quoi là-dessus? Alors, il y a une théorie assez connue, c'est la théorie de la gestion de la terreur, la TMT. En gros, pour gérer l'angoisse de notre propre fin, on s'investirait à fond dans nos valeurs, notre culture, notre estime de soi, quoi. D'accord. Et les neurosciences montrent même qu'on aurait des mécanismes dans le cerveau pour nous empêcher de trop anticiper notre propre mort. Une sorte de protection. Ah oui! Oui, mais ce déni, il a des conséquences. Ça peut expliquer en partie l'inaction face au climat, ou la peur d'aller chez le médecin, parfois. C'est fou de penser que ça peut aller jusque-là. Et pourtant, le livre dit aussi l'inverse, que penser à la mort peut nous rendre plus altruistes. Il y a cette étude près d'un cimetière. Exactement. C'est le paradoxe. La conscience de la finitude peut aussi ouvrir à l'autre. Ça rappelle un peu la phrase de Snoopy, non? Oui, on va tous mourir un jour. Mais tous les autres jours, on va vivre. Voilà. Et cette idée de vivre chaque jour, ça nous mène peut-être aux expériences un peu limites. Aux frontières de la vie, oui. Les fameuses EMI, expériences de mort imminente. C'est ça. Alors, juste une précision importante, la médecine fait bien la différence entre la mort clinique, arrêt du cœur, des poumons, qui peut être réversible, Mhm. et la mort cérébrale. Là, c'est l'arrêt irréversible du cerveau. C'est ça le critère légal de la mort. Les EMI, elles surviennent pendant la mort clinique. Le cerveau est encore actif, même s'il est en grande souffrance. D'accord, donc ce n'est pas une preuve de vie après la mort, scientifiquement. Non, pas après la mort cérébrale en tout cas. Mais ce qui est troublant, ce sont les récits. Ah oui. La sortie du corps, le tunnel, la lumière, les rencontres, et surtout l'impact que ça a sur les gens après. Exactement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Beaucoup de ceux qui vivent une EMI parlent d'une vraie transformation. Moins de matérialisme, plus de sérénité, un recentrage sur les relations, le sens de la vie. Une dimension spirituelle peut-être plus forte? Souvent, oui. Ça touche à ce que le philosophe Chalmers appelle le problème difficile de la conscience. Comment est-ce que la subjectivité et le ressenti, ça émerge de la matière, du cerveau? Hmm. Le bouddhisme, par exemple, propose une vision non dualiste, où matière et esprit sont pas si séparés. Mais comme disait le neuroscientifique Francisco Varela, la question reste largement ouverte. Et il y a aussi ces cas très étranges de lucidité terminale. Ah oui, Ces moments de clarté juste avant la mort, chez des gens très atteints, en coma ou avec Alzheimer, ça laisse vraiment songer sur ce qu'est la conscience au fond. tout à fait. Ça interroge beaucoup. Finalement, qu'est-ce que toutes ces expériences et ceux qui approchent de la fin peuvent nous apprendre à nous, à nous les vivants? Christophe Fauré, qui accompagne beaucoup de gens en fin de vie, il en tire des leçons assez directes, quoi. La première, c'est de vivre en accord avec soi, oser être soi-même. Pas toujours facile. Non, c'est sûr. Ensuite, savourer le temps. Peut-être travailler un peu moins, qui sait. Apprendre à aimer. Le sens de la vie, dit-il, vient beaucoup du fait d'aimer. Donner aussi. Transmettre plus qu'on ne reçoit. Et puis trouver ce qui donne du sens à sa propre vie. L'amour et la compassion, ça revient beaucoup. Mathieu Ricard insiste là-dessus aussi. Oui, c'est central. Et l'expérience personnelle de Christophe André avec son cancer, sa relecture de La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, ça montre bien comment la confrontation à la finitude peut devenir un moteur,
une invitation à être plus présent. Mhm. Et pour accompagner quelqu'un qui part, parfois l'essentiel tient en peu de mots. Fauré parle de 4 paroles clés si elles sont vraiment sincères. Je t'aime, merci, ne t'inquiète pas, Eh ouais. et tu es libre de partir. Des mots tout simples, mais d'une puissance incroyable, pour apaiser, pour libérer. En conclusion, ce voyage à travers Quand la mort éclaire la vie, ça nous montre bien que, loin d'être morbide, regarder la fin en face, c'est une invitation forte à vivre. Oui, à vivre pleinement, consciemment, avec amour. C'est vraiment le message qui ressort de toutes ces voies différentes, qu'elles soient scientifiques, spirituelles ou juste humaines. La mort donne du relief à la vie en fait. Exactement. Elle donne une valeur immense à chaque instant. Elle nous rappelle l'urgence d'aimer et d'être vrai. Et pour terminer sur une petite interrogation, il y a cette question d'un philosophe cité dans le livre, Michel Georgellier. Si l'on sait qu'on va mourir, on ne le croit pas. Pourquoi? Bonne question. Une question à méditer peut-être, pour commencer à vivre un peu plus en phase avec cette certitude qu'on a tous en commun. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration.